de nouveau la bienvenue. Donc, je le fais à mon nom personnel, au nom de mes collaborateurs et au nom de l'ensemble des étudiants de l'Institut supérieur de l'énergie. Donc, cette conférence, au-delà de son caractère académique, elle s'inscrit dans notre vision stratégique, celle de développer les compétences et l'expertise nationale, pilier indispensable pour le développement de notre secteur énergétique. Donc, Excellences, Monsieur le Ministre, chers invités, donc nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour une conférence ordinaire, mais pour témoigner d'un véritable tournant historique. Donc hier, le monde parlait de la Mauritanie comme pour ses ressources minières. Aujourd'hui, il nous regarde comme une frontière mondiale de l'énergie. Donc cette transformation repose essentiellement sur deux piliers. D'un côté, une puissance gazière émergente portée par le projet Grand Tortue Ahmeyim en production et le projet de Bir Allah en perspective, et de l'autre côté, un géant des énergies renouvelables, avec donc des capacités éoliennes et solaires très significatives, estimées à 600 gigawatts. Mais aussi, la particularité de notre pays réside au niveau de la coexistence de ces deux ressources sur le même site, ce qui place la Mauritanie parmi les pays favorables pour le projet. Donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le mix énergétique et le rôle des compétences nationales pour son développement. Donc, ce thème, il est extrêmement important. Sans tarder, j'aimerais juste, Excellence, Monsieur le Ministre, poser certaines questions pour guider un peu notre conférence d'aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Ministre, comment peut-on faire du gaz mauritanien le carburant financier de notre ambition verte, sans pour autant enfermer dans un modèle fossile en déclin? Et comment on peut, quels sont les mécanismes de financement adoptés pour attirer les capitaux internationaux tout en conservant, et contrôler nos structures. Enfin, le défi de savoir comment les établissements du groupe polytechnique, surtout l'Institut supérieur de l'énergie et l'École supérieure polytechnique, peuvent faire le transfert de compétences afin que l'année 2030 soit une année de l'expertise mauritanienne. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation de la parole. Merci de votre invitation et de l'opportunité que vous donnez de parler devant ce parterre jeune, mais de l'élite de la Mauritanie. On aura l'occasion peut-être d'échanger sur quelques points de détail, mais moi, ce que je souhaite aujourd'hui partager avec vous, ce sont des leçons stratégiques qui puissent rester avec vous pour aujourd'hui, mais pour demain également. Alors, la première leçon stratégique que je voudrais partager avec vous, c'est que l'énergie, c'est le développement. C'est aussi simple que ça. Le monde a connu la première révolution industrielle qui, comme vous le savez, s'est produite en Angleterre. Et la révolution du moteur à charbon a donné à l'Angleterre une avancée considérable, y compris chez les autres pays européens, les pays concurrents comme la France, l'Allemagne et les autres, et lui a permis de bâtir un empire impérial avant tout le monde. Puis est venue la découverte du pétrole, aux États-Unis d'Amérique en premier, qui ont le premier à l'adopter, en même temps que la découverte de l'électricité par Thomas Alva Edison, je suis sûr que vous connaissez également. Et cela a fondé la base de la puissance des États-Unis d'Amérique, qui continue presque jusqu'à nos jours. Et à la suite de la découverte du pétrole, les États-Unis ont été le centre des grandes sociétés pétrolières mondiales, ensuite également de la Grande-Bretagne, puis de la France, qui ont abrité ce qu'on a appelé les 7 sœurs, les fameuses 7 sœurs, les 7 grandes compagnies pétrolières à l'époque qui dominaient le monde et qui ont donné
au monde occidental, pendant plus de 5 décennies, le pétrole a un très bas prix. Vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, je le rappelle, parce que, évidemment, vous voyez, j'aborde le sujet par une perspective d'économie-développement, parce que je suis un économiste. Mais le pétrole qui est aujourd'hui le sujet des discussions, les prix, comme vous voyez, flambent jusqu'à $110 dans le Brent, mais ça c'est le prix papier, hein, le prix cash c'est beaucoup plus cher que ça. Le pétrole jusqu'en 1973 coûtait à peine $2. $2. Ces $2 de pétrole, cette énergie à bas prix est disponible en grande quantité, c'est ce qui explique que le monde occidental que vous voyez a pris une avance sur l'ensemble du monde. Et le jour où ce pétrole, les prix du pétrole ont augmenté en 1973, lorsque les pays arabes, les pays de l'OPEP ont décidé de récupérer leur pétrole, le prix du pétrole a sauté de $2 à $13. Et il en a résulté un changement fondamental que vous êtes trop jeune pour voir clairement. Mais les industries qui existaient à l'époque ne sont pas les industries que vous voyez aujourd'hui. En 1973, la voiture d'un ministre, j'en sais quelque chose, était une très très grosse voiture, s'appelait un 403. Elle était faite d'acier, c'était comme un tank. Rien ne, si quelque chose la frappe, cette chose qui la frappe va disparaître. Hein. Elle était extrêmement solide, elle était spacieuse. Depuis lors, les voitures, comme vous avez vu, sont devenues de plus en plus petites, de plus en plus moins d'acier, jusqu'à ne plus comporter que du caoutchouc. Et aujourd'hui, c'est des voitures en caoutchouc. Si vous faites un choc, vous êtes mort. Tout cela, c'est parce que le prix de l'énergie est devenu extrêmement cher. Et ça, c'est l'un des premiers grands impacts. Il y a eu beaucoup d'autres impacts. L'un des grands impacts malheureux pour la Mauritanie, je vous le cite simplement pour votre culture générale. Vous savez que la Mauritanie a nationalisé ses mines de fer en 1974. On a nationalisé la Miferma, qui était à l'époque la compagnie franco-italo-européenne, et la Mauritanie l'a nationalisée. Le problème dans cette nationalisation, c'est qu'elle s'est produite justement au moment que je viens de vous décrire, au moment où les prix du pétrole sont passés de $2 à $13. Donc soudain, la sidérurgie française, anglaise, italienne qui achetait nos produits n'était plus rentable. Et la sidérurgie européenne va entrer pendant 20 ans dans une phase de restructuration jusqu'à disparaître complètement. Aujourd'hui, il n'y a plus de sidérurgie, pour votre information, pratiquement en Europe. Les seules sidérurgies qui existent encore sont celles qui sont proches des mines en Suède et un peu dans les environs en Allemagne. La sidérurgie a basculé et a transféré totalement. Aujourd'hui, son cœur est en Inde, est en Chine surtout, qui est le plus grand, et en Inde et en Asie, parce que la main-d'œuvre est moins chère. Ceci simplement pour expliquer l'importance de l'énergie, de son abordabilité, de ses tarifs, de ses prix, de ses coûts et de sa disponibilité. Et donc, et j'enchaîne, les pays asiatiques ont fait pareil. La Chine, son développement, elle le doit en grande partie à son investissement dans le charbon, etc. Alors pourquoi nous sommes en retard et pourquoi nous sommes en retard de développement? En grande partie parce que nous n'avons pas investi à temps dans l'énergie. Que ce soit la Mauritanie, que ce soit le reste de l'Afrique. Alors toute l'Afrique est en retard, simplement en grande partie parce qu'elle n'a pas investi assez dans l'énergie. La consommation par tête d'habitant en moyenne est de 500 kW par an, c'est-à-dire 10% de la moyenne mondiale. Et il est extrêmement difficile d'investir dans l'énergie parce que ça coûte extrêmement cher. Mais la leçon stratégique que moi je déduis d'ici, c'est que je vais le faire. Tant qu'on n'a pas donné la priorité, je dirais absolue, pas la priorité relative, la priorité absolue. Tant que les pays africains, y compris la Mauritanie, n'ont pas donné la priorité absolue à l'énergie, nous ne pourrons pas atteindre les taux de croissance nécessaires pour transformer nos économies et nos sociétés. Ce que je dis là, ce n'est pas des chiffres en l'air, parce que le grand problème de l'Afrique et de nous, c'est que nous avons des taux de croissance démographique élevés. Nous avons des taux de croissance démographique qui sont autour de 2,5 dans certains pays africains, 2,7 ou 2,9, voisines avec les 3%. Mais nous avons eu des croissances qui sont de 4%.
C'est-à-dire on a que notre croissement de notre richesse est seulement de 4%. La démographie, elle, s'accroît de 2,9%. Il n'y a pas suffisamment de richesse pour créer des emplois ou pour financer l'éducation, la santé, pour donner à tous ces jeunes une éducation, une santé et bien sûr des infrastructures. Pour tirer la croissance, vous avez besoin d'énergie. Sans énergie, impossible de dépasser ce taux de croissance et ce sorte de plafond qui est aujourd'hui fixé pour les pays africains qui n'arrivent pas à faire sans. Alors, au cours des 3 ou 4 dernières années, nous avons fait un très grand plaidoyer au plan international pour que l'énergie soit au centre des politiques de développement. Et je pense que nous avons réussi. Nous avons réussi parce que aujourd'hui, je ne connais pas un partenaire de développement, un bailleur de fonds qui n'a pas fixé, qui ne s'est pas fixé un objectif de mobilisation de ressources importantes pour le développement de l'énergie en Afrique. Cela a commencé par la Banque mondiale, ensuite par la Banque africaine de développement, puis l'Union européenne, puis l'Espagne. Et tous ces pays ont mis en place aujourd'hui des programmes et des ressources importantes pour développer le secteur de l'énergie. Mais ces programmes et ces ressources ne sont pas suffisants. Au cours de l'année, je pense, 2004, 2024, 2025, 2023, 2025, l'Afrique a investi 3 milliards de dollars, 3,5 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie. Mais on a besoin de 10 fois plus, pour changer la trajectoire de développement de l'Afrique. Alors, j'en reviens à la Mauritanie. Notre pays, comme les autres pays africains, doit faire un saut quantitatif important en matière de développement énergétique. Aujourd'hui, si nous comparons nos tarifs d'électricité en Afrique, aussi la Mauritanie, on est, je pense, un peu dans la moyenne des pays africains. On est à 0,18, le Sénégal est à 0,19, le Maroc, parce qu'ils ont le charbon, ils sont mieux à 0,10 dollars par kilowatt. Mais si on regarde les compétiteurs, si on regarde la Chine, les tarifs sont moitié moins, tout simplement. Et dans la plupart des pays d'Asie compétiteurs, nous sommes dans cette situation. Mais le coût aussi de développement des projets est extrêmement cher en Afrique. On estime que le coût pondéré moyen du capital, et c'est la principale raison, la raison n'est pas technologique, mais elle est économique. C'est une question de risque. Les pays perçoivent l'Afrique comme des continents risqués. Et quand on regarde le coût moyen pondéré du capital, le pays le mieux placé aujourd'hui en Afrique, c'est le Maroc. Il est autour de 9%, mais il faut le comparer à 5% pour les pays développés. Et en Mauritanie, on estime autour de 14%. Dans d'autres pays africains, il va jusqu'à 18%. Et c'est la grande barrière aujourd'hui pour l'investissement dans l'énergie renouvelable. Alors nous sommes, vous l'avez dit, à un tournant historique. Pourquoi? Parce que la technologie a changé, fort heureusement. Et ça, c'est la grande opportunité pour l'Afrique et pour nous. La technologie a changé grâce aux énergies renouvelables, le solaire et l'éolien notamment. Grâce à ces deux énergies, ce qu'on appelle le coût moyen pondéré de développement aujourd'hui d'un système électrique en Mauritanie reviendrait reviendrait à peu près autour de 6 cents de dollars à peu près au kilowatt. C'est une formidable révolution. Vous pouvez le comparer donc à un tarif, comme on l'a dit tout à l'heure, était de 0,18. Là, on est à 0,06, c'est-à-dire 3 fois moins cher. Et donc la Mauritanie s'est dotée d'une vision stratégique pour le développement, donc, des énergies renouvelables, pour le développement de l'ensemble de ces sources d'énergie, mais en faisant de l'énergie renouvelable le moteur de la transformation économique et sociale du pays. Nous avons des ressources considérables, des ressources solaires qui sont celles qui peuvent être immédiatement mises en valeur, c'est 500 gigas. Vous imaginez, 500 gigas, c'est suffisant
c'est un niveau suffisant sans doute pour donner l'électricité à l'ensemble presque de l'Afrique de l'Ouest et au coût que je viens de dire, avec des surfaces aussi limitées. Le potentiel d'hydrogène vert, mais c'est le bon terme, qui a un potentiel aussi transformateur énorme, également fait de la Mauritanie l'un des pôles potentiels les plus importants de développement de cette industrie nouvelle, parce que ce n'est pas seulement la fourniture d'énergie, mais la fourniture d'une véritable industrie. La Mauritanie s'est dotée d'un plan réaliste pour arriver à l'accès universel donné à tous les citoyens mauritaniens, l'accès à l'électricité à l'horizon 2030. Je préfère dire l'horizon 2030 plutôt que de dire 2030 exactement. C'est-à-dire, cela dépendra de la capacité à mettre en œuvre les projets qui sont aujourd'hui bancables, qui se situent dans le portefeuille de projets du gouvernement à temps. Le projet du phare, comme vous savez, le gaz, la centrale de gaz est en cours de négociation, donc il est très probable qu'il soit mis en place à partir de l'année 2028. Une fois que ce projet est en place, il sera possible alors d'exploiter parce qu'on a besoin d'une énergie de base pour pouvoir introduire, vous savez, les énergies intermittentes correspondantes. Il sera possible d'exploiter pleinement les autres projets qui sont en préparation, notamment les projets de centrales solaires, y compris le projet de centrales solaires dans l'intérieur du pays, à Nema et à Kifa. Et si la ligne Nouakchott-Nema, pour laquelle les engagements de financement existent, et qui sera le plus grand projet en Mauritanie, qui coûte quelque chose comme 800 millions de dollars, est également mise à temps pour converger en 2028 avec la centrale de gaz. Il sera alors possible de s'approcher effectivement de ce taux d'accès de tous les Mauritaniens à l'électricité à l'horizon 2030, je dirais 2030, 2031, 2032. Mais ce n'est pas suffisant. L'accès universel lui seul n'est pas suffisant. Et l'accès universel et le mix énergétique sont deux bonnes stratégies, mais il faut augmenter la consommation d'électricité. C'est l'accroissement de la consommation de l'électricité, pas seulement aujourd'hui, comme on dirait, pour l'éclairage, mais son utilisation industrielle qui est effectivement transformatrice. Et pour cela, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Il faut des tarifs moyens qui sont acceptables, mais avec les mix énergie, c'est possible. Et il faut surtout des compétences. Et c'est là où le rôle de cet institut devient absolument crucial. Le rôle de cet institut, mais le rôle aussi des entreprises locales qui peuvent être des sous-traitants et se préparer à faire partie de cette partie de la transformation industrielle en préparation. L'Institut, je comprends, fait déjà des efforts considérables, a déjà des résultats importants, mais je pense qu'il faut absolument plus en termes de quantité, plus en termes de qualité, plus en termes de partenariat international. Et ceci, je sais que ça vaut pour l'ensemble polytechnique, je sais que cela demande de l'argent. Et je reviens donc au point par lequel j'avais commencé. Le secteur de l'énergie doit avoir une priorité absolue. Et cette priorité absolue signifie que les ressources doivent être allouées en priorité aux investissements dans le secteur de l'énergie. Et les investissements, quand on parle d'investissement, on parle des investissements physiques et des investissements humains. Une machine ne marchera jamais toute seule. Il nous faut quelqu'un pour la faire tourner, il nous faut les ingénieurs, il nous faut les techniciens. À plus forte raison, la centrale solaire de demain, à plus forte raison, les industries qui vont exploiter cette énergie. Donc, c'est pourquoi cette priorité, pour nous, comme pour tous les pays africains, est une absolue nécessité. Alors, qu'est-ce qui se passe si on décale, juste pour montrer comment ceci est extrêmement sensible, si on décale de 2, 3 ans à 4 ans l'exécution de projet, que vous avez indiqué que le prix tout à l'heure moyen, le coût moyen de l'électricité pourrait tomber à 6 cents, coût de production, mais si on décale de 3 ans la mise en œuvre des projets, il pourrait monter à 8 cents.
vous voyez tout de suite que vous n'avez plus les mêmes opportunités. Et l'Afrique a beaucoup souffert. Je parle beaucoup un peu de l'Afrique parce que j'ai une conférence sur l'Afrique dans les jours à venir, donc j'en profite pour vous donner la possibilité de comparaison. Mais parce que vous ne voyez pas que la montagne est un cas isolé aussi. En réalité, nous ne sommes pas un cas isolé, nous avons tout un continent qui a fait l'erreur de ne pas donner la priorité à l'énergie il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et il paye le prix aujourd'hui. Mais le message principal, c'est que si on retarde cette priorité, ce sont aussi des générations à venir qui vont payer ce prix malheureusement, et nous devons arrêter en quelque sorte ce problème ici, aujourd'hui et maintenant, pour faire en sorte que les générations de demain ont de meilleures opportunités d'emploi et de meilleures opportunités de revenus. Et il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, il n'existe aucune autre solution. L'énergie, elle est le cœur de la transformation. L'énergie n'est pas, il faut cesser de la regarder comme un secteur à part, il faut la regarder pour ce qu'elle est, c'est une industrie. C'est l'industrie, c'est tout simplement l'industrie. Donc si dans l'avenir quelqu'un vous parle de l'énergie, sachez qu'il parle de l'industrie. Et s'il n'y a pas d'énergie, vous pouvez lui dire, vous pouvez oublier l'industrie complètement. Et donc vous pouvez tout ce qui est transformation, vous pouvez pratiquement oublier tout ce qui est valeur ajoutée, vous pouvez oublier tout ce qui est productivité, et c'est ça les ingrédients de la richesse et de l'enrichissement d'un pays. Je ne vais pas beaucoup perdre encore, prendre beaucoup de temps, mais vous connaissez tous les sujets comme on l'a dit, si ce n'est pas le cas, je peux citer les quelques opportunités qui se présentent à travers la transformation des énergies renouvelables. Vous avez toute l'acier vert et les engrais verts. Juste pour vous démontrer la véracité, la justesse de mes propos, la SNIM produit depuis 1974 12 millions de tonnes de fer par an. Elle vient d'ajouter 2 millions et quelques de tonnes. En 50 ans, la SNIM a continué à produire la même quantité. Et vous savez pourquoi? Une raison, il n'y a pas suffisamment d'énergie. C'est l'unique raison. Et aujourd'hui encore, la SNIM pourrait monter jusqu'à 50 millions de tonnes, mais il nous faut pour cela développer 8 gigas d'énergie. Il faut bâtir des fermes d'énergie éolienne et d'énergie solaire dans la zone de Boule Noire, les acheminer à travers des longues lignes. Mais si on le fait, c'est une transformation complète de la Mauritanie. C'est en fait, dans la trajectoire de développement de la Mauritanie, c'est l'une des voies les plus rapides et les plus sûres pour transformer complètement le pays, accroître les revenus budgétaires et faire aussi de la Mauritanie un grand exportateur. Mais il faut des investissements massifs en énergie. Alors, il y a l'agro-industrie, évidemment. Comme vous savez, notre secteur agricole est également presque bloqué depuis 4 décennies. On produit presque toujours la même chose. On n'arrive pas à transformer, alors que la plupart des pays asiatiques sont déjà à leur 2e, 3e génération de transformation grâce à une énergie à bas prix. Évidemment, on pourrait mentionner d'autres secteurs encore tout aussi importants, comme le secteur de la pêche, lequel on n'a jamais pu transformer l'essentiel de nos ressources ici et de créer de la valeur ajoutée. On a continué à exporter aussi en raison de la faiblesse de l'énergie qui contraint le froid et la valorisation. Alors, que faire il faut beaucoup d'investissements, je l'ai dit. Et ces investissements, ce n'est pas l'État qui peut les faire. L'État ne peut pas les faire tout seul. L'État peut supporter une partie, mais il faut investir. Impérativement attirer l'investissement extérieur. Et pour attirer l'investissement extérieur, il faut dérisquer. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, le coût moyen pondéré, c'est qu'un investisseur qui va venir en Mauritanie pour investir dans le solaire, il va demander 15%, à peu près 15% de retour sur son capital. Alors que s'il va s'installer au Maroc à côté, il va demander 10%. Dans d'autres pays africains, il demandera 18%. Mais s'il va en Asie, dans les pays sûrs, en Asie ou à l'échelle, il pourra demander seulement 5%. Ça change complètement, la perspective de coût change complètement ce qu'il est possible de faire. Alors,
Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons, avec nos plaidoyers, avec d'autres, bâti des coalitions et convaincu beaucoup de partenaires. Aujourd'hui, la Banque mondiale a un programme qui s'appelle Mission 300. Mission 300 qui a 300 millions en fait, sortir 300 millions d'Africains de la pauvreté énergétique avec la Banque africaine de développement. Ils ont promis de mettre 30 milliards de dollars. Beaucoup d'autres partenaires également se sont engagés. Mais il nous faut nos ressources locales aussi. Et c'est là où les GTA, ou les ressources du gaz, où les industries agricoles peuvent jouer le rôle. Les ressources du gaz vont être importantes, elles seront plus dans la deuxième phase que dans la première phase. Mais sûrement, une possibilité et une voie possible, c'est de mobiliser une partie de ces ressources pour un fonds de l'énergie. Un fonds de l'énergie qui aurait comme objectif de dérisquer le financement international pour favoriser le développement des investissements privés, bâtir pour que nous ayons nous-mêmes quelque chose mettre en quelque sorte notre part de ressources dans la cagnotte pour que nous ayons notre mot à dire à côté pour pouvoir que nous soyons capables d'influer sur ce que les partenaires au développement font. Il faudrait apporter sa propre mise en quelque sorte. Et ce fonds d'énergie peut aider le pays à apporter sa propre mise en mettant la pression sur les partenaires au développement dans une logique de, par exemple, nous mettons 10%, vous mettez le reste, ou nous mettons 15%, vous mettez le reste. Parce que si le pays n'a pas une mise à mettre dans la discussion avec les partenaires, il n'aura pas de mots sur la direction des programmes et sur la direction aussi des ressources. Donc ça, c'est une première piste, c'est d'essayer de mobiliser des ressources à travers le GTA, ça paraît être la première. Il faut aussi accepter que la subvention continue, nous subventionnons énormément l'électricité, nous subventionnons surtout le transport. Et qu'il y a une grande question, ce n'est pas tellement acceptable pour les citoyens. Vous voyez, on voit des sorties, même dans l'Assemblée nationale sur ce sujet, mais il faudrait avoir une discussion franche. Est-ce qu'il est raisonnable que nous continuions à subventionner du gasoil, des tout-terrains, est-ce que c'est raisonnable? Ça, c'est de l'argent que l'on brûle, alors qu'on pourrait le récupérer et le mettre justement dans un fonds pour développer l'énergie renouvelable et pour préparer. Il faut que les Mauritaniens regardent aussi en face les citoyens mauritaniens et tous ensemble pour trouver des solutions, parce que parfois il peut sembler que c'est une bonne chose qu'on continue à subventionner pour que tout le monde vive bien aujourd'hui ou bien ne subisse pas le prix. Le coût des tarifs exorbitants, les coûts exorbitants du pétrole aujourd'hui, mais c'est une solution de court terme parce que si elle se fait au dépend des investissements de demain qui vont nous rendre totalement indépendants et plus qu'indépendants, qui vont transformer le pays et vous donner à vous de l'emploi parce que vous êtes des ingénieurs, vous êtes demain, vous devez avoir demain la place de direction que vous méritez, mais à condition qu'il y ait bien sûr les investissements dans le secteur et à condition que le secteur se développe. Donc il doit être priorité et cette priorité doit être aussi par rapport aux subventions qui vont aujourd'hui dans la consommation. De façon générale, les économistes ont depuis longtemps tiré la conclusion que subventionner la consommation est une bonne chose, est une mauvaise chose. Mais subventionner la production est une très bonne chose. Prendre de l'argent des consommateurs pour les mettre sur les producteurs est une bonne chose. Et pourquoi? Parce que si vous subventionnez la production, le producteur va baisser les prix, donc le consommateur va aussi en profiter. La subvention de la production traverse tout le cycle économique, elle crée de la valeur ajoutée, elle crée de l'emploi et au bout du compte, le consommateur en profite. Mais la subvention directe au consommateur, elle en fait comme une sorte devient dépendant et il est extrêmement difficile d'en sortir une fois que... Alors ça c'est la deuxième source. Donc j'ai dit la première source, trouver le moyen de mobiliser des ressources du CTA et pour que dans le cadre de la stratégie, qui est la stratégie affirmée du gouvernement, nous voulons utiliser les GTA dans un premier temps de gaz donc comme une ressource de transition. Nous allons l'exploiter aujourd'hui pour tirer le maximum profit, mais notre but ultime, c'est de passer aux énergies renouvelables, donc utiliser les parties des ressources du GTA aujourd'hui pour financer les renouvelables de demain
à travers, comme je l'ai dit, un mixage de financement entre les ressources locales, les ressources internationales et les ressources du secteur privé. La deuxième chose, comme je dis, il faut également préparer les compétences locales, qui sont le cœur aussi quand on parle du contenu local. Vous savez que la stratégie de contenu local, elle a deux dimensions. La première dimension, c'est la formation, pour que les ingénieurs, les techniciens et même les ouvriers qualifiés qui peuvent tirer profit du développement de ce soient là, qu'ils aient la formation adéquate, qu'ils aient la capacité. Et je suis content de voir ce que vous faites en termes de formation, diplômante, mais aussi de certification. Mais il faut pousser plus loin cette question de certification parce que vous savez, la certification, ultimement, elle repose sur l'expérience. Donc l'expérience, il faut avoir les outils modernes qui vous permettent d'avoir l'expérience. On peut tout simuler. Ici, on peut simuler un champ de gaz aujourd'hui. On peut simuler dans cet institut un champ de gaz et le faire opérer comme il opère en temps réel. C'est des outils de formation moderne. Je pense qu'il faut aller vers cette logique, implanter dans l'école polytechnique et notamment dans l'institut tous les outils modernes qui permettent évidemment que les élèves qui sont ici sortent avec l'ensemble des formations, l'ensemble des compétences requises à travers l'exercice effectif et au besoin aussi à travers un partenariat international qui est l'appui clé. Il y a également le fonds d'appui aux entreprises locales qui peuvent profiter de toute la chaîne de développement de l'énergie solaire, surtout dans une optique où ce développement se fait à grande échelle. Et ces entreprises aussi locales, certains d'entre vous peuvent en être demain les entrepreneurs. C'est pourquoi j'appellerai toujours dans l'école polytechnique, dans le centre, dans l'Institut de gestion. Moi, je suis quelqu'un qui fait toujours le plaidoyer pour qu'il y ait également une année complémentaire de gestion et d'économie pour former des ingénieurs économistes. Alors, le meilleur cadre au monde, c'est toujours l'ingénieur économiste. Moi, je suis économiste, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas le meilleur. Alors, le meilleur, c'est l'ingénieur qui a aussi des connaissances d'économie. Alors, parce qu'il peut regarder l'ensemble de la chaîne. Donc, il faut absolument qu'on aille dans cette direction parce que ça vous prépare également à être demain des managers, des dirigeants d'entreprises et à être demain ces entreprises-là qui vont être montées, qui vont profiter, qui vont porter cette transformation de l'énergie renouvelable. Voilà, je conclurai ici et on peut bien sûr poursuivre la discussion. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup.